Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable onde de choc. Une secousse qui a vraiment traversé la société tout entière. C'était en janvier 2021. Oui, et tout est parti de la parution d'un livre, en fait, La Familia Grande, de Camille Kouchner. C'est ça. Et ce qui, dans les tout premiers jours, a pu être perçu, enfin par certains médias du moins, comme un énième scandale mondain, touchant un peu l'intelligentsia parisienne, la gauche caviar, tout ça. La fameuse rive gauche, oui. Voilà. Eh bien, ça s'est très vite métamorphosé en un véritable séisme sociétal sur une question qui est profondément douloureuse et souvent très taboue, l'inceste. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment le récit intime d'un secret de famille a pu faire imploser un verrou à l'échelle de tout un pays. Oui, on va essayer de décortiquer ces mécanismes de pouvoir, cette violence inouïe qu'est le silence, et voir comment ce témoignage a forcé la société à regarder une réalité accablante en face. Mais pour commencer, il faut vraiment planter le décor. Le décor de cette fameuse Familia Grande. On se retrouve dans les années 80, en plein été, à Sanary-sur-Mer. Dans le sud de la France. C'est le lieu de villégiature d'une famille issue de l'élite intellectuelle et politique. On a la mère Évis Pizier, qui est une brillante universitaire, le père biologique Bernard Kouchner et le beau-père Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, qui est un politologue extrêmement respecté et qui présidera d'ailleurs plus tard la Fondation nationale des sciences politiques. Sur le papier, c'est la carte postale estivale parfaite, quoi. La grande maison, le grand soleil, les débats intellectuels interminables, les guitares le soir. C'est sûr que le vernis est super séduisant. Mais à la lecture des souvenirs d'enfance de Camille Kouchner, on s'aperçoit que cette atmosphère qu'elle décrit elle-même comme merveilleuse à bien des égards, abritait en réalité une utopie complètement toxique. Et pour bien le comprendre, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Tout à fait. On est dans l'héritage direct des années 70. L'idéologie post-mai 68, l'ambiance générale revendique un hédonisme absolu, une volonté d'abolir absolument toutes les règles bourgeoises et les interdits. Sauf que les documents montrent très bien comment, sous couvert de libération sexuelle et intellectuelle, les frontières protectrices entre les adultes et les enfants ont été purement et simplement effacées. Et c'est ce qui frappe le plus dans les descriptions du livre et de l'interview. Les enfants ne sont pas du tout traités comme des enfants. Ce sont de petits adultes. Ils ont le droit de fumer très jeunes, ils sont poussés à participer au débat politique avec la même exigence que les grands. La nudité est banalisée, partout dans la maison. Oui, il y a même la description d'une ambiance souvent libidineuse, où les corps de tout le monde, y compris des enfants, sont commentés ouvertement. Des jeux à connotation sexuelle sont tolérés. Voire encouragée, en fait. Toujours au nom de cette modernité flamboyante. Il n'y a littéralement plus aucun cadre. J'ai été particulièrement interpellé par la devise de la mère, Evelyne Pizier. Elle reprenait une citation du philosophe Alain Pensé, c'est dire non. Sur le plan intellectuel, c'est une injonction magnifique à la liberté et à l'esprit critique. C'est clair. Mais le paradoxe tragique ici, c'est que dans la pratique quotidienne de cette famille, ce refus de dire oui aux conventions s'est transformé en un refus total d'éduquer. En refusant d'imposer des règles traditionnelles, les adultes ont refusé de poser des limites. Et quand on ne pose pas de limites à un enfant, on ne le protège pas. Et c'est précisément dans ce huis clos, dans cet interstice, où la figure d'autorité bienveillante se confond avec l'absence totale de loi familiale que le drame se noue. Entre 1988 et 1999. Olivier Duhamel, ce beau-père ultra charismatique, brillant et admiré de tout le monde, va abuser du frère jumeau de Camille, qui est renommé Victor dans le récit. C'est glaçant. Parce que l'interdit de l'inceste, qui est censé être le pilier fondamental de toute structure sociale, est englouti par cette quête aveugle de liberté. Les adultes voulaient s'affranchir de tout. Mais ils ont imposé aux enfants un monde où ils n'avaient plus les mots ni les repères pour se défendre ou pour identifier ce qui était d'anormal. Ce qui nous amène à la question de l'emprise. Une emprise terrifiante. Dans son interview à Binge Audio, Camille Kouchner décrit la culpabilité qu'elle a ressentie pendant des décennies comme un serpent, une hydre qui l'a empoisonnée de l'intérieur. C'est un mot très fort. Oui, mais quand on lit ça, pour quiconque écoute, une question surgit inévitablement. Pourquoi est-ce que ce sont les victimes ou les témoins enfants qui se sentent coupables? C'est le monde à l'envers. C'est une réaction très complexe, mais malheureusement très classique. Et ça touche à l'ambiguïté du concept de consentement, particulièrement chez les mineurs. Comment ça? L'une de nos sources s'appuie sur le travail de la psychanalyste Clotilde Léguil. Elle éclaire parfaitement cette mécanique. Elle rappelle un principe fondamental. Céder n'est pas consentir. Céder n'est pas consentir. Voilà. Dans ce type de contexte incestueux, les enfants ne consentent jamais. Ils cèdent. Ils cèdent sous le poids d'une terreur sourde et d'une emprise psychologique totale.
L'abus commence souvent de manière très subreptice, Une intimité forcée, des gestes qui s'installent? sans forcément de violence physique explosive ou évidente au départ. Pour un enfant privé de repères par son éducation, les pistes sont totalement brouillées. Et cette emprise se double d'une menace psychologique incroyable. Camille Kouchner explique qu'elle a gardé ce secret pendant si longtemps parce que son frère Victor l'avait supplié de se taire, avec des mots d'une lourdeur infinie. Si tu parles, je meurs. Exactement. Si tu parles, je meurs. Pourquoi un adolescent en arrive-t-il à penser que révéler un crime va le tuer lui plutôt que de détruire son agresseur? Parce que l'enfant perçoit intuitivement que la révélation va faire exploser son monde entier. Et dans le cas de cette famille, le contexte émotionnel était extrêmement fragile à la base. C'est vrai, il y avait déjà eu un drame. Oui, la grand-mère maternelle, Paula, qui était une figure tutélaire pour eux, s'était suicidée. Ce drame avait laissé la mère Evelyne Pizier dans un état de fragilité psychologique profond, souvent au bord du gouffre. Donc, pour ces enfants, garder le silence sur les abus perpétrés par Olivier Duhamel, c'était une tentative désespérée de maintenir l'équilibre précaire du foyer. Se taire, c'était dans leur esprit d'enfant protéger leur mère d'un nouveau cataclysme qui aurait pu lui être fatal. C'est une tristesse absolue. Ils portent la survie émotionnelle de leur mère sur leurs propres épaules. Mais il y a un autre aspect de ce silence qui est tout aussi choquant dans les sources. Tu penses aux adultes autour? Exactement. Au fil des années, de nombreux adultes, des intellectuels, des amis du couple ont été mis au courant de ces actes. Et pourtant, personne n'est intervenu publiquement. Comment un tel secret peut-il être gardé par toute une frange de l'intelligentsia? C'est là que le récit intime rejoint vraiment l'analyse politique. Camille Kouchner utilise une métaphore brillante tirée d'une célèbre nouvelle d'Edgar Allan Poe, La lettre volée. Ah oui, l'histoire de la lettre compromettante. C'est ça. La police cherche cette lettre partout, dans des cachettes secrètes, sous les planchers, mais ils ne la trouvent pas. Pourquoi? Parce que le voleur l'a tout simplement laissée en évidence, bien en vue sur son bureau. Elle est tellement visible que personne ne la voit. Ou plutôt, personne n'ose la voir. Dans la Familia Grande, le secret de l'inceste fonctionne exactement pareil. Il finit par être connu de beaucoup, il trône au beau milieu du salon, mais détenir ce secret, savoir sans pour autant dénoncer, se transforme en une monnaie d'échange social. Attends, donc le fait de savoir devient une sorte de privilège. En quelque sorte, oui. C'est le cœur même du mécanisme de l'omerta. Partager ce secret inavouable devient une manière d'appartenir au premier cercle du pouvoir. Une façon de prêter allégeance au souverain, au patriarche qui était devenu Olivier Duhamel. Dénoncer, ce serait s'exclure soi-même de ce cercle de pouvoir et d'influence. La domination s'exerce donc par la maîtrise collective de cette information toxique, ce qui isole encore plus la victime. C'est vertigineux de penser qu'on peut se gargariser de détenir une information aussi destructrice juste pour flatter son ego social, tout en sacrifiant délibérément un enfant. C'est l'un des aspects les plus sombres du dossier. D'ailleurs, les documents mentionnent qu'une seule adulte a vraiment refusé cette dynamique dès l'instant où elle l'a su. La tante de Camille, la célèbre actrice Marie-France Pizier. Elle a manifesté une indignation totale. Elle a essayé de confronter le système, de bousculer la famille. Mais elle s'est retrouvée violemment rejetée et isolée face au déni massif des autres adultes. Et tragiquement, elle s'est suicidée en 2011. Même si les raisons d'un tel acte sont toujours multifactorielles, le fardeau de ce scandale étouffé et l'exclusion qu'elle a subie pour avoir voulu protéger ses neveux ont lourdement pesé sur la fin de sa vie. Ce destin tragique illustre parfaitement que ce qui est décrit ici, ce n'est pas seulement l'acte criminel d'un prédateur isolé. Non, c'est la grammaire même du pouvoir. C'est un système organisé pour protéger le dominant et broyer ceux qui tentent de faire front. Et c'est précisément parce que ce récit démontre si bien ces mécanismes de pouvoir que l'affaire a eu une résonance qui a largement dépassé le cercle fermé des beaux quartiers parisiens. Et ça nous amène à la fameuse bascule, le passage de l'intime au raz-de-marée numérique. Au tout début de la parution du livre, on lit dans les analyses que certains médias ont voulu traiter l'affaire sous l'angle du fait divers mondain. On parlait des réseaux de pouvoir de Sciences Po, des dîners en ville, des personnalités politiques. Mais très vite, la réalité a rattrapé tout le monde. L'inceste n'a pas de classe sociale. Il n'est pas réservé aux quartiers défavorisés ni aux élites intouchables. C'est une tragédie quotidienne qui traverse toute la société. Et c'est sur Twitter, à travers le hashtag #MeTooInceste, que cette réalité a explosé de manière spectaculaire. C'est un moment charnière, mais il est crucial de noter que ce mouvement sur les réseaux sociaux ne s'est pas généré par magie.
L'étude universitaire qu'on a consultée sur la dynamique de ce hashtag montre que l'action militante a été déterminante. Tout à fait. Ce sont les militantes du collectif Nous Toutes qui, dès la mi-janvier 2021, ont orchestré le lancement et la structuration de ce hashtag. Elles ont utilisé l'onde de choc du livre pour réactualiser ce problème de santé publique. Ce qui est fascinant dans cette étude sociologique, c'est l'analyse de la structure même des dizaines de milliers de témoignages qui ont déferlé. Les chercheurs ont observé qu'une formulation très spécifique a émergé de façon quasi spontanée. Les messages commençaient presque invariablement par « j'avais X ans J'avais 5 ans, j'avais 12 ans, j'avais 8 ans. ». Voilà. Et quand on s'arrête 2 secondes sur cette simple phrase, on comprend à quel point elle est redoutable d'efficacité. Elle ne raconte pas immédiatement les détails sordides, mais elle remet instantanément l'âge et donc la vulnérabilité absolue de la victime au centre du débat public. Ça coupe l'herbe sous le pied de n'importe quelle tentative de l'agresseur pour rationaliser, excuser ou parler d'une soi-disant relation. C'est tout l'enjeu de ce que les sociologues nomment un mot-argument. Exactement. Ce n'est pas juste un fait temporel. Le simple fait d'écrire « j'avais 8 ans » contient en soi tout l'argumentaire sur l'impossibilité légale, morale et physique de consentir. Ce hashtag et cette formulation ont permis de créer une forme de ralliement. On passe d'une multitude de jeux isolés, plongés dans la honte de leur chambre, à un nous collectif. Un nous qui devient une véritable force politique. Mais comment un tel mouvement réussit-il à percer les algorithmes, à devenir impossible à ignorer, même pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout au sujet? L'étude apporte des réponses très concrètes là-dessus. Elle détaille une dynamique de viralité qui est un vrai cas d'école. Une alliance entre différents types de comptes, c'est ça? C'est ça? Le succès du hashtag repose sur la collaboration de 2 profils très différents. D'un côté, on a les comptes moteurs. Ce sont souvent des comptes certifiés, des journalistes, des personnalités politiques ou des célébrités. Ils ne publient peut-être qu'un seul tweet de soutien. Oui, mais leur audience massive donne immédiatement une légitimité et une visibilité colossale au sujet. Et de l'autre côté, on a les activistes ou les survivants eux-mêmes. Leurs comptes ont beaucoup moins d'abonnés, mais ils compensent par un volume d'activité titanesque. Ils témoignent, retweetent, commentent sans relâche. Et c'est cette alliance de la vaste portée des uns et de l'intensité des autres qui a saturé l'espace numérique, forçant ainsi les médias traditionnels et le pouvoir politique à s'emparer du sujet. Cette pression populaire a littéralement obligé les institutions à réagir. Face à cette vague déferlante, le gouvernement décide de la création de la fameuse CIVIS. Chargés d'enquêter et de proposer des solutions. Et plonger dans leur rapport officiel, c'est recevoir un véritable électrochoc. Dès les premières pages, leur doctrine est limpide. Ils affirment qu'il n'y a aucune place pour la prétendue nuance ou la complexité quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants. Ils qualifient même ces concepts de bonne planque pour intellectuels complaisants. L'interdit de ces violences, pour la Commission, c'est la ligne de démarcation non négociable de notre humanité. C'est une rupture nette avec des décennies de complaisance où on essaya de trouver des circonstances atténuantes aux agresseurs. Et les chiffres compilés par la CIVIS, issus des dizaines de milliers de témoignages, pulvérisent tous les mythes. Plante. 97% des agresseurs sont des hommes et 81% d'entre eux sont majeurs. Mais la vraie claque, c'est leur identité. Oui, dans 27% des cas, c'est le père, dans 19% c'est le frère, à 13% l'oncle. Ce sont des hommes intégrés, insérés socialement, de bons voisins, de bons collègues de travail. Ils utilisent la domination naturelle conférée par leur âge et leur statut familial pour piéger les enfants dans la sphère censée être la plus sûre au monde, le foyer. En moyenne, les experts estiment qu'il y a environ 3 enfants par classe de CM2 qui sont victimes d'inceste. 3 par classe, c'est faramineux. Mais la statistique du rapport qui suscite sans doute le plus d'incompréhension et de colère, c'est ce qui se passe après. Le taux de condamnation. On parle de 3%. 3%. Sur l'ensemble des cas, il n'y a que 3% de condamnation pénale pour ces crimes. Mathématiquement, ça signifie une impunité à 97% pour les agresseurs. Comment est-ce qu'une société moderne peut tolérer un système judiciaire qui protège à ce point les coupables? La CIVS répond à cette question par un concept clinique très clair. Le déni sociétal. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un refus obstiné de la part d'un groupe humain de voir une réalité intolérable. Accepter que le chef de famille respecté ou le médecin du village puisse être un violeur d'enfants, c'est tellement destructeur pour l'ordre social que la société préfère construire une réalité alternative. Et ce déni ne flotte pas juste dans l'air.
Il a été théorisé et structuré par ce que la Commission appelle des théories anti-victimes. On peut donner un exemple de ces théories, parce que ça paraît fou que des professionnels s'appuient là-dessus. Le meilleur exemple, et qui est longuement dénoncé dans le rapport, c'est le concept d'aliénation parentale. D'accord. C'est une notion pseudo-scientifique qui a fait des ravages dans les tribunaux. En gros, si un enfant révèle que son père abuse de lui, la défense du père va utiliser cette théorie pour affirmer que l'enfant ment, qu'il a subi un lavage de cerveau de la part de sa mère, qui chercherait à l'éloigner de son père par pure vengeance. Donc du jour au lendemain, la mère protectrice se retrouve accusée d'être la manipulatrice. C'est ça. L'enfant n'est pas cru et le père est blanchi, obtenant parfois même la garde exclusive. Ces mécanismes judiciaires inversent totalement les culpabilités. Il bâillonne les mères et les travailleurs sociaux qui tentent de tirer la sonnette d'alarme. Et les conséquences de cette surdité collective sont dévastatrices à long terme. Le rapport montre bien que le psychotraumatisme ne s'évapore pas le jour du 18e anniversaire de la victime. Les survivants traînent des séquelles incommensurables. Des pensées suicidaires, des troubles du comportement sexuel, des addictions, et un risque doublé de subir des violences conjugales plus tard. C'est une perpétuité de la souffrance. Et ça résonne particulièrement avec une remarque de Camille Kouchner dans son interview. Ah oui, sur la libération de la parole. Voilà. Elle explique qu'elle déteste profondément cette expression qu'on entend en boucle dans les médias. La libération de la parole. Pourquoi elle la rejette ? Son analyse est très fine. Elle dit que parler de libération de la parole, c'est insidieux. Ça donne l'impression que la solution repose entièrement sur les épaules de la victime. Comme si on disait, si tu as le courage immense de te libérer et de parler, le problème sera réglé. Or, c'est faux. Énormément de victimes ont essayé de parler quand elles étaient enfants, ou plus tard, et elles se sont heurtées à un mur de silence. Comme avec la tante Marie-France Pizier. Le véritable enjeu, ce n'est pas que les victimes parviennent à articuler des mots. L'enjeu, c'est l'évolution de la société. C'est notre capacité collective à les écouter, à encaisser cette violence et surtout à les croire. La CIVSE l'a d'ailleurs affiché comme son mantra fondateur, comme une promesse faite aux survivants. On vous croit. C'est un changement de paradigme fondamental. La parole a toujours été là, murmurée ou hurlée. Ce qui doit changer, c'est l'oreille qui la reçoit. À travers toutes ces sources, de la chambre d'enfants à Sanary-sur-Mer jusqu'aux tribunaux et aux algorithmes de Twitter, on voit se dessiner une réalité globale. Si on doit retirer une leçon de toute cette analyse, c'est qu'on n'est pas face à un simple fait divers sur une famille atypique. On observe le rouage d'une mécanique implacable de domination. L'isolement, le doute, la culpabilité inversée, tout cela constitue le carburant de l'agresseur. Et ce qui frappe, c'est que l'omerta fonctionne exactement avec les mêmes ressorts, qu'on soit dans un milieu extrêmement modeste ou chez les élites intellectuelles. Le silence n'est jamais neutre. Jamais. Le silence protège systématiquement les puissants. Il ne protège jamais les vulnérables. C'est l'idée centrale qu'on retient aujourd'hui. L'humanité de l'enfant. Lui reconnaître le droit d'exister en tant que sujet doté de droits, et non comme un objet soumis à la volonté des adultes. Pendant trop longtemps, la société a joué le rôle de spectateur complaisant, préférant trouver des prétextes intellectuels là où il ne devait y avoir qu'une protection inconditionnelle. Et le raz-de-marée de témoignages a forcé cette société à assumer ses responsabilités. Ce parcours incroyable nous amène à une pensée finale, peut-être un peu provocatrice, pour prolonger la réflexion bien au-delà de ce scandale précis. Je t'écoute. On l'a vu en débutant notre analyse, la génération intellectuelle de cette familia grande pensait sincèrement atteindre la liberté absolue en dynamitant toutes les règles, tous les carcans, toutes les limites. L'héritage des années 70, oui. Mais, au vu de ce que nous venons de décortiquer, il est fascinant de se demander une chose. Et si la véritable liberté, particulièrement pour les plus vulnérables d'entre nous, nécessitait exactement l'inverse? C'est-à-dire ? Et si elle exigeait l'établissement de limites extrêmement strictes, claires et non négociables? Dans notre monde contemporain, il serait intéressant d'observer comment nos structures sociales, éducatives et même légales continuent parfois sous de nobles discours parlant de principes ou de tolérance, de confondre la liberté d'agir des puissants avec l'oppression silencieuse des plus faibles. C'est une question troublante, mais absolument essentielle à méditer pour quiconque souhaite comprendre les dynamiques de pouvoir. Une vraie piste de réflexion pour l'avenir. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio.
Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.